Bonjour tout le monde. Vous êtes au courant, non? Ok, attendez, je vais vous dire à l'oreille d'abord. Ils sont déjà là. Non, vous inquiétez pas, on va commencer, oui, on m'a prévenu de ça. On va commencer par le je vous salue Beyoncé. Vous savez que les temps sont un peu compliqués en ce moment. Mettez les merci Beyoncé dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre thank you Gisèle. Gracias Bianca. Écrivez ça dans les commentaires pour sécuriser la vidéo parce qu'on ne sait jamais. Voilà, vous mettez les mains comme ça et on y va. Je vous salue Beyoncé, reine d'Hollywood. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Blue Ivy, le fruit de vos entrailles. Franchement, c'est chelou. Attendez, je prends ma veste. On sait jamais. Attendez. Sainte Beyoncé, merci pour le souffle de vie. Merci de nous permettre de vivre sur ton internet. Nous te demandons ce soir un sacrifice afin que le R&B redevienne le R&B qu'on a toujours connu, qu'on vive les clips comme dans les années 90. Nous voulons du Casey and Jojo, du 12 Play. Nous voulons des clips sur la plage, Sainte Beyoncé. Nous voulons du We Belong Together. Nous voulons du Unbreak My Heart. Nous voulons à nouveau que les chanteurs de R&B marchent et dansent sur la pluie. Nous sommes prêts, Sainte Beyoncé. Que le sacrifice opère et que les citrons se transforment en limonade. Et bien sûr, nous te disons d'avance. Merci. She knows. Beyoncé at the Grammys at table number 25. Beyoncé and Jay-Z in front of 25. Michael Jackson, the king of pop, died on 25th June. Aaliyah, the queen of urban pop, passed away on August 25th, 2001. Nous sommes le 9 mai 2021 et le label Black Ground Records organise une release party. Et pas n'importe laquelle, la release party de son artiste phare, à savoir Aaliyah. Et il y a pas mal de gens dans la salle, des producteurs comme Eric Seed, G-Dubs, Static Major qui est son partenaire. Mais autrement, il n'y a pas énormément de gros noms. Ce qui peut paraître un peu surprenant parce que l'album est très attendu. Aaliyah sort du film Romeo Must Die, elle a cartonné avec la chanson Try Again, donc il y a une véritable attente. En plus, sachant que le premier single We Need a Resolution est allé en radio il y a un peu moins d'un mois. Quelle résolution Black Ground Records a-t-elle pu prendre pour qu'il n'y ait pas autant de stars? Ou son Missy Elliott, ou son Timbaland d'ailleurs qui produit la fameuse chanson qui sert de premier single. Pourquoi il n'y a pas autant de jubilation, même si Aaliyah est gracieuse, elle est magnifique? Qu'est-ce que Black Ground Records, qu'est-ce que Barry Hankerson a pu faire ou a pu dire pour que tout ce beau monde ne soit pas là pour célébrer le 3e album de la chanteuse? Dans les couloirs, pendant que certains mangent des chips et boivent un peu d'alcool, il se murmure qu'il sera en froid. Il y aura un froid entre Aaliyah et sa grande famille, ceux avec laquelle elle a fait l'album précédent, à savoir One in a Million, le disque qui va la définir. La chanteuse que vous venez de voir s'appelle Tweet. Elle a créé le tweet avant Twitter. Si elle était là, j'ai eu l'occasion de l'interviewer 2 fois, elle vous dirait ouais, l'histoire que Steve vous a racontée n'est pas tout à fait vraie. Elle sera un peu en train de titiller sur One in a Million. Et c'est vrai que certains là seraient surpris quand je dirais ça parce que eux ils ont découvert Tweet en 2002, juste après le décès d'Aaliyah, vu que Aaliyah meurt en 2001. Tweet sort son premier album juste après et la plupart des gens se disent Tweet c'est un peu une copie d'Aaliyah. Pourquoi? Parce qu'elle est produite par Timbaland avec le fameux premier single Oops Oh My. Sauf que justement la vraie histoire commence avant l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes dans le Da Basement Crew, les studios, ou alors on dira plutôt la cave de Devante de Jodeci, et il y a plein de nouveaux artistes qu'il produit. Devante c'est un génie mais c'est aussi un monstre. Timbaland, Gino Wine, Mago et plusieurs autres sont quasiment enfermés dans le studio, ils sont maltraités, fouettés. Missy Elliott aussi est là parce que travailler pour Devante c'est dur et qu'il essaie de pousser tous ces nouveaux artistes là et surtout de pousser un nouveau son. C'est dans cet écosystème là, c'est dans le Da Basement Crew que va naître le son de Timbaland et justement l'un des premiers groupes que Timbaland produit s'appelle Sugar and Spice. Dans ce groupe qui s'appelle donc Sugar and Spice, on retrouve qui? Tweet. Et qu'est-ce qui se passe justement dans cet écosystème? C'est qu'ils essaient de créer un nouveau son, ils essaient de pousser le son R&B un peu plus loin, le son hip-hop un peu plus loin. Et Tweet, donc, que moi j'appelle toujours le colibri du Sud parce qu'elle a une manière de poser très particulière, va être un peu une catalysatrice de tout ça dans sa manière de poser avec son groupe, avec des titres comme Going Down ou encore Sugar Sensation. Pouf, ça m'avait manqué de parler de R&B, je suis même ému. Non mais la manière dont Tweet pose pour moi c'est...
L'histoire d'Alia qui mériterait peut-être une vidéo entière, et bah là du coup, il faudrait me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, est une histoire d'incarnation qui est différente d'une histoire de beauté ou alors de simple talent. Nous sommes dans les années 90 et Alia fait partie de la trinité du R&B, on les appelle en général le Trinity. Brandy, Alia et Monica. Pourquoi? Parce que les trois en fait sont trois très jeunes chanteuses qui arrivent juste après la vague des grandes divas, Mariah Carey, Whitney Houston, Céline Dion. Et dans la scène R&B, il y a Mary J. Blige et ensuite il y a plus ou moins elles. En vérité, elles sont 4 ou 5 avec les Tracy Spencer, les Debella Morgan. Mais en fait, le principal cœur de ce qu'on appelle la trinité du R&B, c'est donc Brandy, Monica et Alia. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les trois vont incarner le renouveau de ce qu'on va avoir de la scène R&B. Ce sont trois jeunes chanteuses. Elles ont 14, 15 et 13 ans, donc elles sont extrêmement jeunes et chacune a plus ou moins une particularité sur son premier album. Brandy a quelque chose qui est assez particulier au vu de la suite de sa carrière, c'est qu'elle a un son très soul, hip-hop dans la manière dont c'est incarné, avec une petite liaison dans les balades avec Whitney Houston. C'est assez particulier comme mélange, mais on n'a pas encore la Brandy complètement du couloir. On a la petite Brandy qui est donc ces fameux tubes comme Baby ou encore Broken Hearted. Monica, c'est la maison. Moi j'aime beaucoup l'appeler en privé 1 + 1 est égal à 2, mais je l'adore parce qu'en fait Monica c'est vraiment le R&B en mode rien n'a changé. Je suis là, je garde la maison, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez vous débrouiller, moi je suis là, je garde les racines. C'est pour ça que son premier album est assez intemporel. Miss Sang avec des tubes comme Before You Walk Out of My Life, exceptionnel vraiment pour l'âge de la petite. En fait elle a 13 ans. Quand les gens nous parlent des fois de Normani, je pleure parce que je me dis regardez Monica à 13 ans, les vocals, la grâce, la simplicité, gardienne du R&B, gardienne du temple. Monica c'est notre Athéna, elle n'est pas dans les batailles, elle garde le temple. Et la troisième c'est donc Alia qui sort son album en premier et qui a quelque chose d'assez particulier, c'est que elle est différente des autres. C'est-à-dire qu'elle fait moins petite fille. Quand vous regardez Brandy et Monica dans leur marketing, on voit que ce sont des enfants. Alia, elle fait moins petite fille et en plus, elle a des textes beaucoup plus explicites. Pourquoi? Parce que Alia, en vérité, c'est le bébé. Je parle pas sentimentalement. C'est le bébé musical du gars qui vient de renouveler la scène R&B. C'est-à-dire que R. Kelly renouvelle tous les codes avec 12 Play. Et c'est là que je vois vraiment que la scène R&B est vraiment catastrophique actuellement parce qu'il n'y a pas d'artiste R&B suffisamment fort pour produire tout seul, avoir un son différent, cartonné, pour que je puisse vous faire la comparaison en vous disant qu'il a fait ça tout seul, il a changé la scène et en fait du coup il a produit une artiste qui est un peu son dérivé. Et ça a permis à cet artiste-là d'exploser dans la mouvance de ce qu'elle incarnait, à savoir le bébé de ce qui venait de cartonner avec lui-même. Je sais pas, on aurait pu prendre Bruno Mars, mais Bruno Mars c'est plus dans le vintage et il fait pas tout seul. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que Alia c'est le bébé de R. Kelly et au-delà de l'aspect de leur relation privée sur la pochette, c'est vraiment ça qu'ils essaient d'incarner. Comme R. Kelly cartonne et qu'il a un son, une identité, ben en fait on essaie de la transmettre en mode Alia c'est la suite. Et c'est ce qu'elle est musicalement, c'est-à-dire que son premier album avec des titres comme Back and Forth, At Your Best You Are Love ou encore Age Ain't Nothing But a Number. Cet album est de son vivant et ça ne devrait pas vous surprendre en réalité au vu de ce que je vous ai expliqué, l'album le plus vendu d'Alia. Parce que ça suit une mouvance, c'est l'album qui a le plus de succès single et paradoxalement juste après elle va avoir la polémique qui va plus lui retomber dessus et c'est super important de le retenir pour toutes les histoires dont on parle aujourd'hui. Il faut savoir que l'histoire entre R. Kelly et Alia va plus faire de mal à Alia au niveau de l'image qu'à R. Kelly. C'est elle que les femmes. Et je dis les femmes pourquoi? Quand je dis ça, j'ai vu que certaines personnes m'ont traité dans la précédente vidéo de misogyne. Non, c'est pas du tout ça. Faut bien comprendre un truc. Et le public R&B, c'est principalement basé sur des femmes. C'est pas pour les attaquer. En fait, ce sont elles qui font les artistes R&B. Quand Usher, rappelez-vous par exemple la carrière de Usher, il fait Confession, ensuite il fait un album pour sa femme, elles ont réussi à faire en sorte que Usher quitte sa femme. Rappelez-vous de comment ça se passe. Elles détruisent le mariage de Usher. Enfin, bon, après, bon, voilà, ils ont aussi leurs problèmes personnels. Mais en tout cas, l'idée qu'elles disent à Usher, on ne veut pas aller à ta tournée spéciale femme parce que voilà, on n'apprécie pas que tu ne nous fasses plus rêver, compte énormément. C'est-à-dire que l'image des chanteurs de R&B est principalement centrée sur leur base fan féminine et ils font tout pour. Tout ce qu'ils font, c'est d'abord pour elles. C'est pour ça que quand je parle du public féminin sur un chanteur de R&B, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes qui les écoutent, mais c'est elles qui sont le plus gros socle
d'un chanteur de R&B. Si un chanteur de R&B perd sa base fan féminine, c'est très très dur pour lui. Et je ne parle pas bien sûr des toxiques gars du moment, Brent Faiyaz et tout ça. Je ne parle pas de ce genre de chanteurs qui vont toucher un public beaucoup plus hip-hop ou un public beaucoup plus hype. Je parle du chanteur de R&B love là. C'est-à-dire que Joe, s'il perdait les femmes, ce serait beaucoup plus dur pour lui d'avoir une carrière, même si effectivement c'est dur pour lui actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que leurs carrières sont beaucoup dictées par la manière dont le public féminin réagit. Et le public féminin, à l'époque, qui est donc grand consommateur de R&B, je peux vous retrouver plusieurs articles d'ailleurs. Il y a un article qui la défend à la sortie de One in a Million. Il précise, lisez bien, pourquoi les gens la détestent autant. Parce qu'en fait, c'est Aaliyah qui prend cher. Les gens se disent que c'est elle qui profite de R. Kelly, finalement, parce que beaucoup de femmes voudraient être à sa place. Mais la particularité, le point fort de la carrière d'Aaliyah, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que son premier album va faire 3 millions de ventes. Et dans cette vidéo, je vais parler des ventes à date, pendant l'exploitation et pendant le temps où elle était vivante. Donc, elle fait 3 millions de ventes sur ce premier album, ce qui est bien et qui correspond plus ou moins à ce qu'elle est. C'est-à-dire que R. Kelly a fait 7 millions sur son premier album. Sur le deuxième album, elle change d'équipe. Et là, elle va donc avec Timbaland et elle va commencer, selon moi, à montrer une aspérité. C'est-à-dire que le game n'étant pas tout à fait tendre avec elle, elle va aller vers des producteurs qui sont aussi peut-être moins en phase à être des producteurs déjà installés. Elle veut trouver son propre son. Le label qui est dirigé par son oncle Barry Hankerson le lui permet, et c'est donc comme ça qu'elle va avoir son second album One in a Million. Paradoxalement, One in a Million, qui est un album majeur du R&B contemporain, n'est pas un immense succès populaire quand il sort, parce que justement, c'est un album d'incarnation. Elle et Gene White vont incarner en premier le son de Timbaland sur la scène R&B. Et ça se ressent exactement dans les charts. Quasiment tous les singles du premier album d'Aaliyah, qui est donc son album le plus mainstream, sont top 10 aux États-Unis. Et sur One in a Million, il y a un fort attrait du public R&B, fort attrait du public européen. Ça vous rappelle qui, au vu des éléments que je vous ai donnés? Kelly, cette chanteuse de R&B qui est capable d'aller chercher un public européen, mais qui n'a pas totalement d'immenses hits sur la scène R&B mainstream. C'est ce qui se passe avec One in a Million, c'est-à-dire qu'elle devient en fait quelque chose qui est un peu comme une précurseuse, parce que jusqu'aujourd'hui, plusieurs de ces chansons là de cet album là, comme 4 Page Later, The One I Gave My Heart To, sont les titres qu'on écoute encore et qui sont incroyablement frais, mais paradoxalement, au moment où ils sortent, ce ne sont pas d'immenses succès populaires. Ce sont des chansons qui passent beaucoup dans les radios R&B, mais comme ça ne colle pas totalement avec le son du moment, en fait, l'album en fin d'exploitation dans l'année 97 lui permet d'avoir 1,7 million de ventes. Maintenant, c'est très bien pour elle, elle a une vraie notoriété, elle a un vrai public et surtout, elle touche plusieurs marchés européens d'une façon assez particulière par rapport à d'autres chanteuses R&B, parce que ce son qu'elle apporte est un peu différent aussi de ce qui se fait sur la scène générale. Toutefois, vous reconnaîtrez que 1,6 million de ventes dans les années 90, c'est pas non plus la plus grosse vendeuse, ça ne peut pas l'être en fait. Quand vous voyez les Mariah Carey, Janet Jackson et tout, elles vendent de fou, et ce n'est pas non plus, ce qui est super important, la meilleure vendeuse de la Trinité. C'est-à-dire que Monique a souvent oublié, Gardien du Temple, parce que voilà, elle est moins connue en Europe, en fait, fait quand même sur son premier album là 2,1, et sur le second album qui sort donc en 98 et qui va créer son clash avec sa partenaire sur la chanson de Boys Man, parce que son album à elle s'appelle The Boys Man alors que c'est la chanson de l'autre, qui n'a pas oublié de vous le rappeler même en 2020. The Boys Man was actually like my first single, but I couldn't release it because I knew that it was missing you. And... Ah, ça m'avait manqué de parler de R&B, franchement, ah. Et bah du coup, Monica sur ce second album de Boys Mind a 3 numéros 1 aux États-Unis, nous sommes en 98, et c'est la seule chanteuse de la Trinité à avoir 3 numéros 1 dans le même album, qui totalise 2,5 millions de ventes simplement aux États-Unis. Ça veut dire qu'en 98, elle a déjà vendu plus d'albums et qu'elle a déjà eu plus de succès single que Aaliyah. Même si encore une fois, elle n'a pas ce côté modeuse, c'est vraiment la gardienne du temple. La troisième, bien sûr, c'est Brandy. Brandy a un avantage sur les autres, c'est bien sûr la série que certains connaissent peut-être, Moesha. C'est une petite série télévisée qui va cartonner à l'époque, dont elle est l'actrice principale. Le fait d'être l'actrice principale de cette série-là, pour moi, c'est le yin et le yang de sa carrière. Ça va lui donner une exposition incroyable parce que la série est un gros succès. Elle va cartonner avec son premier album parce qu'effectivement, il y a son son et qu'elle a ce son R&B soul un peu différent, ses petites influences de Whitney Houston. C'est d'ailleurs pour ça que Whitney Houston va vers elle en disant que c'est Baby Whitney parce qu'elle lui ressemble et qu'il y a une complicité entre elle et Whitney Houston. C'est Whitney Houston qui l'a choisi pour jouer dans Cinderella, et Brandy a ce côté où effectivement elle incarne la petite ado afro-américaine des années 90, les tresses, la manière dont elle s'habille, la manière dont elle parle, c'est vraiment l'adolescente auquel tout le monde veut ressembler. Les parents afro-américains tentent de Brandy parce que c'est Moesha, et l'Amérique blanche regarde Brandy parce que Brandy est plutôt
tout public. C'est ce qui va donc permettre à Brandy d'avoir 3 millions sur son premier album, qui est plutôt très safe, c'est-à-dire que c'est un album très familial, ce que ne sont pas les albums d'Aaliyah. Aaliyah est assez explicite, le back and forth et tout. Souvent les textes sont très équivoques sur la sexualité et un univers beaucoup plus sombre, moins accessible à un public très très mainstream. Et justement dans cette petite compétition entre les trois, le label propose, quand il voit que Aaliyah a un succès avec Timbaland, à Brandy de travailler avec Timbaland. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent très bien quelque chose. Ils se disent, Aaliyah en fait, elle a un peu le côté où elle est en avance sur le son à ce moment précis, mais elle a peut-être pas l'image pour vendre ça au très grand public. Donc on va envoyer Brandy pour pouvoir récupérer le son et balancer ça de l'autre côté, vu que elle est populaire. Ce que Brandy va refuser, parce que Brandy a le petit côté compétition, elle va dire non, moi je veux un producteur qui sera le producteur qui va incarner mon son. Et c'est donc comme ça qu'elle va aller chercher Rodney Jerkins, qui va lui produire son album à elle, qui va s'appeler Never Say Never, et qui va totalement exploser les scores, parce qu'il va faire 5 millions de ventes en exploitation aux États-Unis et qui va lui permettre de faire 16 millions dans le monde. Il y a cette vidéo célèbre de Beyoncé et d'Aaliyah qui a interviewé sur un tapis rouge et beaucoup de gens effectivement dans l'ère de cette conspiration attaquent Beyoncé en disant que oui, elle a interviewé la personne qu'elle voulait tuer. Et encore une fois, pour ceux qui trouveraient peut-être ça drôle, ce ne l'est pas. Si vous allez sur les commentaires de Beyoncé actuellement, c'est vraiment une vraie folie. Il y a des milliers de commentaires et des milliers de likes. C'est ça qui m'a frappé, c'est-à-dire que c'est pas que les commentaires, les gens vont liker, tu vois, 20 000 likes, 30 000 likes, l'accusant effectivement d'avoir tué la personne qu'elle a interviewée dans cette vidéo. Sauf que factuellement à ce moment-là, ce qui se joue, pour moi, c'est de l'incarnation. C'est-à-dire que Beyoncé est fan d'Aaliyah. Elle est logiquement d'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de chanteuses de cette époque-là qui ne sont pas fans d'Aaliyah et de ce que Aaliyah fait. Pourquoi? Parce que Aaliyah réussit, si vous avez bien compris ce qui s'est passé, à être en amont de deux mouvements. Aaliyah en amont du mouvement de R. Kelly, vu qu'elle, la première chanteuse à avoir cet album-là, et que beaucoup de chanteuses, beaucoup de gens se disent, vu qu'ils ne voient pas la perversion et tout, ils se disent, merde, nous aussi on aurait aimé avoir un album produit par R. Kelly, le roi du R&B et tout. Et ensuite, après ça, elle réussit à avoir un album produit par Timbaland qui a un nouveau son. On se dit, oh, la meuf là a réussi à avoir deux albums. En plus, dans le cas de Beyoncé, elles ont une très bonne relation. Ali a dit toujours que j'aime beaucoup Beyoncé. Elles ont fait plusieurs tournées ensemble. Elle a même chorégraphié le clip de Get on the Bus des Destiny Child qui était produit par Timbaland. À ce moment-là, ce qui est super intéressant, c'est que Aaliyah vient d'avoir son premier tube numéro 1 aux États-Unis, à savoir Try Again, qui est donc son premier gros tube mainstream dans sa période adulte. Et la chanson passe dans les radios. Elle commence aussi à se faire connaître un peu dans l'univers du cinéma. Mais ce qui est génial pour l'histoire du R&B, c'est que ce n'est pas le même produit. C'est-à-dire que quand on repart maintenant sur ce qu'est Beyoncé à ce moment précis, Beyoncé c'est la leader du groupe Destiny Child. Destiny Child qui commence en étant un groupe de R&B moitié mainstream qui s'insère petit à petit dans un son mainstream et des titres comme No No No, qui est très inspiré par Escape sur les harmonies, mais en gros, c'est un groupe de R&B à portée très grand public. Dès qu'elles sortent No No No, juste après, elles ont un remix avec Wyclef. Pourquoi? Parce que Wyclef, c'est le gars des Fugees, donc elles sont dans le son du moment. Ça, c'est en 98. Juste après ça, en 99, elles enchaînent déjà avec le second album qui va donc devenir leur missile mainstream, The Writing is on the Wall, qui est donc en fait, pour moi, très inspiré du groupe le plus vendeur et le plus inspirant de la scène pop. Je le dis bien, pour moi, le groupe féminin le plus inspirant de la scène pop, c'est les Chelsea. Et elles vont avoir un bulldozer. Et le bulldozer qu'elles vont avoir, c'est une série de mastodontes hit mainstream. Bills, Bills, Bills. Bugaboo, qui est produit par Shakespeare, et si vous écoutez, c'est très similaire à du Chelsea. C'est My Name, qui est produit par Rodney Jerkins, et ça veut dire quoi? Si c'est produit par Rodney Jerkins, c'est que oui, c'est récupéré de Never Say Never. Ou encore Jumping Jumping. Avec cet album-là, elles vont vendre 7 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement et 15 millions d'exemplaires dans le monde. Au moment où Aaliyah et Beyoncé sont sur cette vidéo, elles ne sont pas en opposition. C'est l'illustration de ce que c'est qu'un relais. Beyoncé, et c'est ce qu'elle va être toute sa carrière, est déjà le relais pop de ce que Aaliyah est.
Aaliyah fait partie de cette ère de chanteuse un peu à producteur. Elle écrit pas les chansons, elle a un joli physique, elle danse bien, elle présente bien, elle gère bien sa voix. Alors c'est pas une grande chanteuse, mais elle gère bien sa voix en live, elle a pas de mal à poser ses vibes. Elle est dans un certain idéal de ce que une partie, pas tous parce qu'aujourd'hui ils mentent, une partie des fans de R&B des années 90 aiment. Cette espèce de chanteuse jolie qui va leur apporter un son un peu différent. Les chiffres vous montrent bien que c'est pas la plus grosse vendeuse et elle va le confirmer justement en 2001. Quand elle sort en 2001 son troisième album, Aaliyah, elle quitte en grande partie l'univers de Timbaland. Et ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on a parlé au début de la fameuse Blaze Party. Elle décide de faire un album où il y a quasiment très peu de gros producteurs. Elle continue à se dire, je vais aller dans mon son. D-Dubs, Eric Sitt, ils lui font un album très différent de ce qui est fait à l'époque. Ce n'est que vers la fin de l'enregistrement que Black Drum Records commence à chercher Timbaland pour les fameux singles. Et ce n'est pas évident de les faire. Pourquoi? Parce qu'en plus, Aaliyah en froid avec toute son équipe d'avant. Gino Wine le dira. Unfortunately, we weren't talking when she passed. She wasn't talking to Timbaland, or I think her and Missy fell out as well. Oh, wow. But we still had love. Everyone was still loving and all that. But it's just the business, and when you're young, people can separate you. Que c'était très froid. Mais elle ne perd pas son destin d'être ce qu'elle est. Cette fille qui va continuer à chercher un son assez particulier. C'est pour ça que au lieu de repartir sur un son beaucoup plus pop, comme celui de Try Again sur une bande originale, elle se dit, je vais aller vers un son beaucoup plus dark qui sera Winnie the Resolution et qui va valablement flopper. C'est-à-dire que Winnie the Resolution sort en premier single et il alerte le label parce que c'est un flop monumental pour l'époque. La chanson n'est que 59e aux États-Unis. Les gens ne veulent pas écouter le titre qui est assez difficile radiophoniquement. Alors avec le recul, tout le monde va vous dire qu'ils adorent Resolve, c'est un classique de fou. Mais en vérité, pour l'époque, si vous vous remettez dans le contexte, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que c'est plutôt sombre dans la manière dont c'est structuré et tout et tout. Et imaginez quelqu'un à la radio qui écoute Winnie the Resolution et qui juste après un ado écoute What's Love avec la voix d'Ashanti. Parce que c'est ça auquel fait face Aaliyah en 2001. C'est-à-dire que elle est dans ce petit truc un peu plus dark et en fait les baby chanteuses R&B là, comme Ashanti, sont dans quelque chose de beaucoup plus sucré avec Always on Time. C'est beaucoup plus grand public, ce que elle n'est pas et qu'elle revendique de ne pas être. Et factuellement, c'est comme ça que le lancement de l'album s'annonce un peu difficile. Toutefois, elle a sa fanbase, comme je vous ai dit, qui aime ce genre de truc. C'est pour ça que l'album fait un bon démarrage. Elle est première avec 200 000, mais tout de suite après, il plonge. Parce que hormis l'immense majeure partie de ces gens qui aiment ça, à partir de 2001, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'ils font le switch assez rapidement sur le titre More Than a Woman, qui est d'ailleurs sa dernière prestation télévisée. Mais je ne sais pas si vous avez déjà écouté le dernier album d'Aaliyah en entier, mais les fameux singles de Timbaland, quand vous les écoutez et que vous écoutez le reste de l'album, ils ont quand même peu à voir avec la structure de ce son-là. On voit qu'elle va vers une direction assez différente et que finalement on rappelle Timbaland pour ne pas perdre totalement le public. Mais ce n'est pas la direction officielle du disque. À ce moment-là, Beyoncé sort avec les Destiny Child l'album Survivor. Et c'est super intéressant parce que l'album Survivor, c'est l'album des Destiny Child où elles essaient effectivement d'avoir moins de gros producteurs. Vous vous rappelez que l'album est assez durement apprécié par la critique, même si sur les singles, elles vont avoir d'autres gros bulldozers, à savoir Survivor, Emotion. Beyoncé est exactement le créneau inverse juste après. Son travail à elle, c'est de récupérer tout ce que le précurseur a fait et de le proposer de la manière la plus à droite au mainstream. Ce qu'elle fait d'ailleurs en même temps que Aaliyah
en 2001, elle est avec les Destiny Child et elle prend sur quoi? Survivor, avec l'album très mainstream. Et c'est marrant parce qu'elle prend des producteurs moins connus sur ce disque-là en se disant que peut-être qu'elle va faire un peu aux artistes, mais finalement ce qu'ils font, c'est une reprise des codes de l'époque pour les appliquer au plus large public. Quand vous écoutez Survivor, Bootylicious, Emotion ou même encore Independent Woman, c'est du bébé pour les radios mainstream, ce que n'est absolument pas Aaliyah et ce que Aaliyah ne veut pas être et surtout ce que les fans d'Aaliyah n'auraient pas à supporter qu'elle soit. La véritable rivale des années 90 de Beyoncé, s'il devait y en avoir une sur les trois de la Trinité, c'est bien sûr, oui, le produit mainstream de la Trinité, à savoir Brandy. En fait, la seule qui était censée pouvoir faire ce que Beyoncé était censée faire entre les deux, c'est Brandy. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà l'aval du mainstream. Et donc, du coup, pour elle, le but était donc de venir et de se dire dans les années 2000, bah, je vais confirmer cette audience mainstream en appliquant exactement les mêmes codes. C'est pour ça qu'on lui propose d'ailleurs Always on Time. On lui propose plein de tubes sucrés là, que elle aussi va refuser parce qu'elle est encore dans cette mentalité de se dire que je dois avoir mon producteur, mon son. C'est une idée qui peut vous paraître totalement désuète, mais qui est l'idée avec laquelle elles ont quasiment toutes grandi. Vous aurez assez peu Brandy faire un album où il n'y a pas un producteur qui impose le son. Je crois que le seul, c'est 211. Et d'ailleurs, pendant toute la promo de 211, en 2012, elle disait tout le temps comme c'était exceptionnel. Pour elle, c'était exceptionnel de dire « Ah, c'est un album, j'ai eu plusieurs producteurs différents, il y a plusieurs sons différents. » Alors qu'en vrai, il doit y en avoir 4 ou 5 et que c'est pas un album de recherche de hit mainstream sur l'idée. Mais dans l'école dans laquelle elle était faite, c'est comme ça qu'on fait de la musique. On prend un producteur, on prend un son, on le définit. Et c'est elle qui était donc censée, quand on entre dans les années 2000, avoir, après cette grosse popularité, peut-être être plus ou moins la rivale de Beyoncé en apportant sur un créneau R&B pop, mais pas Aaliyah parce que les chiffres d'Aaliyah le prouvent. Au moment où Aaliyah meurt, son album remonte dans les charts, mais il y a quelque chose qu'il faut retenir et qui m'a toujours choqué au moment où elle meurt, c'est que ces chiffres ne change pas tant que ça. Prenons du recul. Rock the Boat, c'est le titre dont elle va tourner le clip et elle meurt aux Bahamas. Bah en fait, quand elle décède, il passe de fou, il est surdiffusé. Pourtant, il ne sera que 14e au Hot 100. Quand je dis 14e, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire par rapport à l'aura autour de sa mort. More Than a Woman est un des clips qu'on diffusait le plus à l'époque. Pourtant, aux États-Unis, il ne fait que la 25e place. Le titre d'Aaliyah qui va le mieux fonctionner à l'époque, c'est Miss You, parce que tous les artistes se mettent derrière elle, ils font le clip et tout. Il y a un vrai émoi. Et Miss You sera effectivement 3e aux États-Unis. Ça devient un hit pour elle. Mais pour moi, le fait que même les chansons d'Aaliyah, après sa mort, qui ait un affect pour elle énorme, mais que ce ne soit pas d'immense succès populaire, confirme cet état de fait où ce n'était pas censé être un album qui aurait cartonné de fou pour elle, ce qui n'est pas très grave en vérité, parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est une direction qu'elle voulait impulser. Elle aurait peut-être fait 500 000 ou le million de ventes en fin de vie, ce qui n'aurait pas été exceptionnel. Là, elle finit avec 3 millions. Mais 3 millions en 2005, quand tu es morte, c'est bien, mais ça n'en fait absolument pas une concurrente de Beyoncé, vu que Beyoncé promeut l'inverse. Beyoncé est censée récupérer ce genre de son, en faire des versions beaucoup plus pop. Et justement, l'un des événements importants dont on parlera si je fais une vidéo sur la carrière de Kelly Rowland, c'est le moment où Beyoncé est censée passer au mainstream. Quand elle fait d'abord le titre Work It Out et que son père dit qu'elle fera un album beaucoup plus soul et qu'il n'y aura aucune des chanteuses qui restera dans le créneau des Destiny Child, à savoir le créneau de la récupération du son R&B précurseur pour avoir une accolade pop, ce qui est pas mauvais en fait. Je veux dire que c'est honorable de le faire, c'est pas un crime de faire ça. Michael Jackson le fait, enfin voilà. Et en termes de performance, elle va complètement éteindre le game. On se souvient encore des BET Awards avec Ashanti. Et il faut pas qu'on refasse l'histoire pour l'effacer. Au moment où Ashanti arrive, Ashanti a tellement cet attrait pour un très jeune public avec un son très sucré que plusieurs magazines se disent d'ailleurs que Beyoncé aura du mal avec le côté plus performeuse dans une ère où les enfants sont beaucoup derrière des Britney Spears et où il y a une Ashanti qui fait des mélodies très niaises en fait. Mais du coup, il faut se souvenir qu'à la base, le créneau Destiny Child là était censé être inoccupé. C'est-à-dire qu'il avait dit c'est fini. Sauf que quand elle va flopper Beyoncé avec Work It Out, il va tout de suite la ramener sur ce créneau-là parce que finalement Crazy in Love, Dangerously in Love et plusieurs autres chansons justement de l'album Dangerously in Love auraient très bien pu être chantées par les Destiny Child.
D'ailleurs, on a appris récemment que dans le deuxième album de Destiny Child, plusieurs des chansons étaient à la base des chansons du premier album de Beyoncé qu'on a refilé au Destiny Child dans les 2 semaines d'enregistrement. Ce qui veut dire que Beyoncé a suivi, et ça s'entend d'ailleurs, le créneau qui avait été fait pour les Destiny Child, même visuellement d'ailleurs, et elle a continué à cartonner avec ça. Le premier album de Beyoncé, c'est 5 millions de ventes, le second album de Beyoncé, c'est 3,7 millions de ventes, et ça explose déjà quasiment en 2 albums, quasiment tous les albums d'Aaliyah du temps où elle était vivante. Ce qui ne veut pas dire que Aaliyah est moins talentueuse, Aaliyah est nulle, pas du tout. Pour moi, c'est la force et la beauté de la musique que j'aime, c'est que c'est des chanteuses très talentueuses qui en fait ne sont pas supposées faire la même chose. Pour le coup, les deux pas du tout. La personne qui aurait en réalité eu tout à gagner à tuer Aaliyah n'est pas Beyoncé, c'est Brandy. Brandy est la chanteuse star des ados féminines dans les années 90. Aujourd'hui, les gens veulent refaire l'histoire, peut-être parce qu'elle est une floppeuse avérée, et que voilà, elle marche dans les couloirs et tout, ils comprennent pas ses harmonies, chose que je peux comprendre. Parce qu'effectivement, si vous avez bien compris l'histoire, c'est l'un des crimes de sa carrière. Elle n'était pas censée être ça. Elle était censée être une chanteuse lisse, faire les choses tranquillement, ne pas s'embourber dans tout ce dans quoi elle s'est embourbée artistiquement, aller aussi loin, ce qui, encore une fois, montre les stigmates de son époque. C'est-à-dire que dans son cerveau, il faut être la chanteuse du son, voilà, avoir une densité. Mais dans les années 90, c'est elle qui a un film avec Whitney Houston, un film avec Diana Ross, c'est elle qui est tout le temps chez Oprah Winfrey. D'ailleurs, l'événement qu'elle pense comme étant la fin de sa carrière est très intéressant parce que ce n'est pas un événement musical, c'est un événement d'image. C'est-à-dire qu'elle va chez Oprah, elle dit quelque chose. Là, je vous tease, et c'est parce qu'elle dit quelque chose qu'elle pense que c'est ce moment-là la fin de sa carrière. Donc, elle voit bien que c'est un lien particulier qu'elle a avec la grande Amérique qui fait qu'elle est Brandy. De l'autre côté, Aaliyah, en vérité, c'est l'autre qui a le son, mais qui n'a pas la même audience qu'elle. Sauf qu'au moment où Aaliyah meurt à partir de 2000, elle aurait pu se dire, bah Aaliyah a eu le tube Try Again, peut-être que là maintenant elle va commencer à entrer dans les plates-bandes, elle vient de faire Romeo Must Die, il faut que je la zigouille elle pour rester sur le devant de la scène. En plus, vu qu'on est dans les théories, Brandy est habituée des petits trucs à ses camarades, si on y va. Sans faire exprès parce qu'elle avait 13 ans à l'époque, mais elle a quand même crevé l'œil de l'un des membres de Immature de Marcus Houston. Ils étaient en train de se disputer, elle a pas fait exprès. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez que sur les pochettes des albums là, il a toujours l'œil crevé. Bah, c'est Brandy qui l'a fait. Et elle a quand même aussi participé à un accident mortel sans faire exprès. Qui vous dit que finalement ce n'est pas elle qui fait des manipulations et que ce n'est pas elle? Parce que du coup là maintenant, on repart sur les faits du décès d'Aaliyah. Aaliyah meurt le 25 août 2001. À la base, elle va aux Bahamas pour tourner le clip de Rock the Boat, qui est donc la chanson censée être exploitée en 3e single de son album Aaliyah. À ce moment-là, elle est censée tourner le clip avec Hype Williams, qui est le réalisateur star de l'époque. Il y a plusieurs discussions autour du fait que est-ce que c'est vraiment nécessaire pour Aaliyah d'aller aux Bahamas? Finalement, Aaliyah et son équipe y vont. Ils veulent tourner le clip vraiment et tout et tout. Et en plus, cette chanson-là encore est très explicite sexuellement. Et d'ailleurs, elle est restée dans les tiroirs pendant très longtemps parce que Aaliyah voulait la sortir en 99 et on a commencé à dire que ça allait faire trop trop sexualiser son image. Donc c'est un problème qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais il y a un problème latent autour du fait que Aaliyah n'est pas aussi lisse que les autres et qui va vraiment la pénaliser. Comme on est dans une ère hyper sexuelle aujourd'hui, on ne peut pas visualiser ce qui pourrait pénaliser Aaliyah. Il y a très peu de chansons de Brandy ou de Monica qui parlent même implicitement de sexe avant quasiment 2012, avant qu'elles ne soient de grandes adultes. Et d'ailleurs, c'est ce que Brandy a souvent fait remarquer sur Aaliyah, c'est pour ça qu'elles ne sont pas super amies. Brandy lui a souvent lancé des pics à elle et à Foxy Brown en leur rappelant que les meufs, vous avez le même âge que moi, mais ce que vous chantez là, moi je peux pas. Pourquoi? Parce qu'elle était l'argument mainstream. There's one other thing. Brandy said some things that were said. Now, did you hear what she actually used? I caught wind of some of it, but I don't pay much attention to that. I think there's room out here for all of us. So, good luck, Brandy. Donc ce qui va mener au décès d'Aaliyah ce 25 août, il y a déjà une vidéo dessus, c'est le fait qu'elle se rende dans cet état-là et que le clip se termine un jour avant la date de fin. C'est super important. D'ailleurs, au moment de partir, c'est Lenny Kravitz qui prête son avion à Aaliyah pour aller aux Bahamas. C'est encore une fois le chanteur de rock parce qu'il a une très bonne relation avec elle. Donc il se dit, voilà, on lui prête son jet privé. Arrivé aux Bahamas, il y a une possibilité de partir plus tôt. À ce moment-là, Hype Williams et les équipes principales décident d'attendre la journée prévue à la base le 25. Il y a un homme qui appelle Aaliyah. Cet homme s'appelle Damon Dash. C'est l'ami de Jay-Z
Et je précise ici que Aaliyah toute sa vie sortait effectivement très souvent avec Jay-Z, mais Beyoncé n'aurait pas pu tuer Aaliyah pour Jay-Z parce que Aaliyah a passé toute sa vie à dire qu'elle n'a jamais eu aucune relation sentimentale avec Jay-Z. Jay-Z and I are very good friends, and we've hung out a lot, and that happens in the business a lot. If you have friends in the industry and people see you together, they assume that, you know, you're dating or you're with that person. Then that's not the case with Jay and I. Now, as far as my personal life is concerned, I don't really discuss it, and the reason I don't is because I've heard so many funny rumors, so they really don't bother. Because the rumor originally was that you were connected to Jay. Yes, exactly. You remember that? We talked about that at Summer Jam last year. Exactly. Jay and I were hanging out a lot. He's my homie. We had a lot of fun together, but we never dated like that. Right. But, you know, when you see someone, you know, a few times people assume they must be seeing each other. Something's going on over there. Me and Genuine, me and so many people. Oh, I forgot about you and Genuine. We did a video together, and I was like, oh, they're seeing each other. We never saw each other like that. Mais je sais que comme pour Foxy Brown qui dit qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Jay-Z, ça ne rentrera pas dans la tête des gens qui sont persuadés qu'elle était en couple avec Jay-Z. En revanche, la personne avec qui elle était en couple, officiellement, c'est Damon Dash, le pote de Jay-Z. Et Damon Dash donc dit, parce que c'est confirmé par Hype Williams et toutes les personnes qui étaient là-bas, que c'est lui et Aaliyah qui ont envie de se retrouver. Il appelle Aaliyah pour lui dire voilà, j'aimerais que tu rentres assez rapidement. Comme Aaliyah à l'époque a un planning chargé et qui a beaucoup de promos, elle se dit putain, un jour de gagner, je rentre retrouver mon petit ami. C'est comme ça donc qu'au lieu de prendre l'avion que lui avait apprêté Lenny Kravitz, qui était donc censé partir le lendemain, elle prend un autre avion. 3 choses graves arrivent. Première chose, ils surchargent l'avion. Je crois qu'il y a plus de 320 kilos en surcharge du poids parce qu'ils prennent plein d'affaires. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, moi je me rappellerai toujours de ça. Aaliyah meurt, je suis petit, mais je me rappelle de la scène à la télé. Et je me rappelle toujours de l'hôtesse qu'on interroge et qui dit que Aaliyah, et c'est vraiment pas pour lui manquer de respect, n'avait pas été très agréable quand on leur dit que l'avion là est surchargé. Vous pouvez vérifier, l'aéroport leur dit que c'est surchargé, mais c'est leur jet privé. Les équipes et elles rentrent et il se trouve que, deuxième point, le pilote est alcoolisé et a pris un peu de farine. C'est ce qu'on découvrira après. Troisième point, Aaliyah, mais ça c'est de façon générale, et pas à l'aise en avion. Je vous avais parlé du livre de la journaliste que j'avais acheté et que j'avais lu et qui avait, je vous rappelle aussi, été contredit violemment par la mère d'Aaliyah. Parce que dans ce truc-là, elle avait laissé sous-entendre, et c'est la rumeur qui court, elle dit qu'on a donné un cachet à Aaliyah quand Aaliyah est rentrée dans l'avion. Ce qui peut être vrai et que la mère d'Aaliyah confirme parce que Aaliyah avait peur de l'avion et Aaliyah appelle sa mère pour lui dire franchement je suis assez inquiète à l'idée d'entrer dans cet avion mais je veux vraiment rentrer. C'est donc pour ça qu'effectivement ils vont décoller et qu'il va se passer cette tragédie parce qu'ils ne vont jamais quitter le tarmac. Aaliyah va décéder sur place et le garde du corps va essayer de la protéger et c'est le seul qui a quelques minutes de conscience avant de décéder lui aussi parce que quand on le trouve allongé, vu qu'il est censé la protéger, il la protège jusqu'au bout, il demande Aaliyah va bien et effectivement ils ne vont jamais quitter les Bahamas. L'affaire va avoir plusieurs enquêtes, une de l'État américain, une des artistes, une de la famille qui va porter plainte à la compagnie aérienne, même si en vérité il va y avoir à partir de ce moment-là aussi une séparation dans cette famille, une fracture qui est jusqu'aujourd'hui assez béante dans la famille parce que effectivement il faut jamais oublier que Barry Enkerson c'est le manager star de R. Kelly et c'est l'oncle d'Aaliyah. C'est le paradoxe de toute l'histoire là qui est assez saugrenu. La personne qui les manage, qui les marie et tout, c'est l'oncle d'Aaliyah. D'ailleurs, au moment où Aaliyah et R. Kelly rompent, ils sont toujours managés par la même personne jusqu'en 2001. C'est dès qu'au décès d'Aaliyah qu'il y a une fracture entre Barry Enkerson et R. Kelly et Barry Enkerson et sa propre sœur parce que je pense que c'est une famille détruite par ce qui s'est passé et la dureté de ce qui s'est passé. Moi je me souviens toujours du fait que ce soit Maxwell qui ait dû payer les 68 000 $ en plus pour les funérailles d'Aaliyah alors qu'Aaliyah rapportait des millions de dollars au label et que l'oncle d'Aaliyah n'a pas voulu payer. Enfin c'était quand même assez, ils en sont arrivés là. Cet homme qui a quand même managé sa fille, qui a créé un label Black Run Records sur le dos de sa nièce toute sa vie, a refusé de payer 68 000 $ pour son enterrement et c'est finalement Maxwell qui a payé. Alors ce à quoi nous assistons actuellement sur internet avec beaucoup de grands sentiments comme d'habitude, voilà, vraiment eux ils cherchent toujours la vérité, vraiment eux ils s'inquiètent pour Aaliyah, c'est une chasse aux sorcières. C'est très intéressant. Je voyais un tweet de John Taustin qui d'ailleurs a été avec Aaliyah en studio à plusieurs reprises, qui a été ulcéré par ça en disant que le fait de dire que Aaliyah aurait empêché Beyoncé d'être Beyoncé complètement fou, il a fait un gros texte en disant que on aurait une Beyoncé quasiment tous les 100 ans et que le talent de
Beyoncé n'est pas à nier. Ce que je vous invite à regarder aussi de vos propres yeux. Moi, je reproche plein de choses à Beyoncé et à son mari notamment. Et d'ailleurs, moi et plusieurs générations de fans de R&B, notre problème Beyoncé, c'était justement le fait qu'elle va voler les chansons, elle s'est inspirée de tel, voilà, de Emery. Ça c'est nos combats habituels avec Beyoncé. Ou alors, son père a mis une peau de banane dans la carrière de tel, de Block and Trail, machin. Ça, c'est les vidéos que j'ai faites et les problèmes que je peux avoir avec elle. En revanche, je pense que à aucun moment, vous m'avez jamais vu nier son talent, sa capacité à performer et sa capacité à rester focus sur ce qu'elle veut faire. C'est d'ailleurs pour ça que je fais toujours une analyse sur chacun de ses albums, parce que je trouve qu'elle raconte assez bien l'histoire de la musique que moi j'ai vécue. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est dans la country, elle y est. Quand on était en Afrique, elle y était. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Vous auriez pas aimé Alia en train de vous parler de chansons africaines. Vous auriez pas aimé. Là, ça vous fait plaisir parce qu'elle est morte. Mais Alia en train de chanter Run the World, grosse classe. Alia en train de chanter Radio, vous auriez dit oh my god. Vous auriez voulu qu'elle reste dans ce créneau-là. C'est pour ça que moi je pense d'ailleurs que Alia aurait sans aucun doute fini exactement comme ses deux consoeurs. Peut-être avec un plus gros succès critique et une plus grosse aura. Mais quand je vois même ces chiffres streaming, je rappelle qu'on a mis ces albums en streaming en 2021. Et moi, j'étais hyper content. Je me suis dit, non, Alia en streaming, en vinyle, je la vois tout le temps partout sur Internet. Il va y avoir des chiffres de dingue et tout et tout. Et quand j'ai vu que ces albums ont fait 25 000 en première semaine, je me suis dit, en fait, non. C'est sa réalité, c'est qu'effectivement, finalement, elles sont toutes des chanteuses de la même ère. Parce que 25 000, c'était exactement ce que faisait Brandy à la même époque. Et quand vous regardez d'ailleurs leurs auditeurs sur Spotify, elles ont quasiment les mêmes. 7 millions pour Brandy, je crois 6 millions pour Monica, 7 millions pour Alia. Et en fait, je vais vous dire quelque chose d'horrible, mais le fait que Brandy et Alia aient à peu près le même nombre d'auditeurs, c'est parce que la mort d'Alia a bénéficié à l'aura d'Alia pour qu'elle rejoigne Brandy sur le même nombre d'auditeurs. Mais en vérité, quand vous réfléchissez, Brandy n'est pas du tout sur Internet, machin. Alors qu'Alia, on la voit tout le temps. Mais les gens qui nous montrent Alia tout le temps n'écoutent pas Alia, ils connaissent pas Alia, ils souffrent d'une inculture crasse. Et ça me fait même peur. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils exploitent cette femme, l'image de cette femme, pour pouvoir taper sur quelqu'un d'autre. Et ça me gêne. Je pourrais comprendre parce que j'avais fait un article qui ressemblait beaucoup à cette vidéo en 2014 quand Timbaland avait dit que Alia serait au même niveau que Beyoncé. Et j'étais pas d'accord avec ça, mais l'article était sain parce que je comprenais dans un débat musical ce qu'on peut penser et tout, et je respecte le fait qu'on puisse penser autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je pense que sur les chiffres, c'est clair et net pour moi que ça n'aurait pas fonctionné, parce que si Ali a déjà de son vivant marché moins bien, ça aurait été très difficile d'aller plus haut. Ça aurait été aussi difficile si déjà ça marchait plus, il n'y avait plus la même amitié entre elle et Timbaland, même s'ils auraient pu se réconcilier. Mais je pense que c'était une personne qui avait des vraies opinions. D'ailleurs, je pense qu'ils le disent, elle avait des vraies opinions, des vrais choix, et je pense que c'est ce qui fait la valeur de sa discographie, le fait qu'elle n'ait pas pris des trucs faciles, et je pense qu'elle n'aurait jamais cédé à la facilité, et que moi, je l'aurais d'autant plus aimé, mais que le grand public en aurait rien eu à cirer d'elle, et moi, j'aurais été très content en fait de la voir faire un album avec 300 000 ventes et être un des seuls qui l'achète et kiffer ma race dessus. Donc moi, le fait qu'elle n'ait pas plus de succès n'enlève en rien sa valeur. Au contraire, ça en rajoute, parce que je comprends pourquoi j'aurais pas voulu voir Alia chanter SOS de Rihanna. Ça m'aurait horripilé. Mais c'est pas grave. Elle aurait chanté quelque chose de moins mainstream qui serait classé 90e au Hot 100 et j'aurais été en larmes. J'aurais dit merci Beyoncé. La musique change et la manière dont Alia et ses consoeurs d'ailleurs conçoivent la musique va avoir beaucoup de mal à s'adapter aux autres époques, même si son image est effectivement très avant-gardiste. Je pense que vous oubliez qu'elle vient d'une époque où l'image est importante, mais que factuellement, beaucoup de fans de R&B des années 90, les fans de ces artistes-là, ont très peu accepté les changements à partir de 2005-2006. Même quand Gino Wine se remet avec Timbaland pour faire du Justin Timberlake justement. Bah en fait, Gino Wine flop, ce qui est tout à fait logique, c'est ce qui cartonne avec Justin Timberlake. Moi, je vois très mal Alia même affronter Nelly Furtado sur Lose. Parce que finalement, tu deviens quoi? Le petit de ce que tu as créé. Et si tu es en amont, est-ce que les gens qui aiment One in a Million vont kiffer de la même façon Promiscuous Girl? Avec le recul, les réseaux sociaux, oui. Mais pour l'époque, les changements comme ça sont assez mal vus. Et on peut dire ce qu'on veut sur Beyoncé, c'est qu'elle travaille. Vocalement, elle a tellement évolué. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans la comparaison scénique, vocale, parce que clairement, ce serait à l'avantage monstrueux de Beyoncé. Et je me dis que Alia est quand même une petite fille aussi, elle a 21 ans, mais on voit bien que vocalement c'était pas toujours facile sur certains lives, même si des fois elle avait de très bons moments, hein. Mais quand il fallait danser et chanter, on voit que c'est pas tout à fait facile. Moi je les vois comme plutôt deux cordes du même arc, c'est à dire qu'un relais
c'est comme ça que j'aime les appeler, mais je vois pas comme deux produits qui s'opposent. C'est pour ça que je déteste ce débat à chaque fois qu'il revient sur internet, de dire que si Alia aurait été là, Beyoncé n'aurait pas fait carrière. C'est débile, parce que ces gens ont déjà intégré, encore une fois, je ne fais que vous redire la même chose, c'est des gens qui s'auto-détestent, pour beaucoup d'entre eux, parce que très souvent ce sont des noirs qui sortent ce débat, parce qu'ils s'auto-détestent. Ils ont vu que dans la vie, si un noir réussit, il n'y a pas un autre noir, donc du coup ils veulent vous expliquer à tous les niveaux que Alia aurait effacé Beyoncé. Ils se disent pas que peut-être que si leur théorie est même vraie, si Alia aurait fait carrière, parce que moi je veux bien qu'on soit dans ce débat, voilà, ça me dérange pas que quelqu'un pense l'inverse, vous voyez ce que je veux dire, je m'en fous en fait. Moi je me base sur les chiffres et tout, mais après dans un débat amoureux de musique, je me dis que ouais, Alia serait restée, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait remplacé Beyoncé, fait qu'elles ont rien à voir en vérité. Peut-être qu'Alia aurait pu trouver un plus de niche mainstream en faisant des albums peut-être avec des Neptunes ou d'autres producteurs qui auraient commencé à lui faire peut-être 1 ou 2, 3 millions de ventes qui auraient pu lui permettre de stabiliser ses ventes peut-être. Mais du coup, Beyoncé aurait toujours pu continuer à conquérir le mainstream vu que c'est le travail de Beyoncé. Mais ces gens-là, comme ils veulent absolument détruire, ils se servent de l'histoire d'Alia dont ils n'ont rien à cirer, qu'ils ne connaissent pas, pour aller discréditer quelqu'un, avec toujours des arguments qui nous font qui sont râlés pas crête. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours le même schéma dans tout ce qui nous explique, quand tu es mort, tu es gentil. Tu es innocent parce que Beyoncé a tué, peut-être on verra pour la prochaine vidéo, on verra comment elle a tué aussi Left Eye, Michael Jackson. Les morts sont super innocents chez eux. Alia a été parfaite. Mais si tu es vivant et tu es riche, tu as réussi, tu es mauvais. Dans l'histoire d'Alia, non. Si même quelqu'un l'a tué, Damon Dash qui vous parle, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Damon Dash pourquoi il a demandé à Alia de rentrer à 7 heures? Pourquoi vous ne posez pas ce genre de questions? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au fond de ça? Pourquoi est-ce que Damon Dash se balade dans tous les médias et comme lui il est pauvre, vous ne vous dites pas que lui il a tué Alia? Okay. It's almost amazing to me that I'm the guy that was with Aaliyah. Do you think you would have married her one day? Yeah. I saw the plane. She, we had the Blackberries. She said, I don't like this plane. And I was like, well, don't get on it. And she's like, well, I got to because I got work to do. She got on the plane, and she always had a very serious fear of planes in general. So she had to overcome a fear to get on that plane on the way there. Non, parce qu'en fait, le décès d'Alia ne vous intéresse pas. Pourquoi vous ne vous dites pas que Brandy, elle est un peu suspecte? Pourquoi est-ce que dans vos histoires, c'est toujours la personne qui a réussi? Dans quelle enquête criminelle on ne va que sur le riche? Dès que tu es riche, tu es le meurtrier. Vous avez déjà lu un Agatha Christie? Les êtres humains ne sont pas juste que parce que tu es pauvre. Des fois, il y a la personne auquel on s'entend le moins peut commettre un acte belliqueux, horrible, même pas par argent, par simple jalousie. Peut-être c'est sa coiffeuse qui lui a dit rentre dans l'avion et tout parce qu'elle trouvait qu'Alia est trop belle et elle a préféré qu'elles meurent toutes les deux. Mais dans votre théorie, Beyoncé est une tueuse et son seul crime, et c'est ça qui me dégoûte profondément, c'est le fait que elle a réussi. Mais il faut pas vous y méprendre avec ces gens-là, parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que Alia, moi je m'en souviens, les clips de We Need a Resolution et les clips de Are You That Somebody était déjà critiquée parce qu'il y avait un univers onirique, elle était sombre. C'est-à-dire que les critiques qu'ils vous font là en Illuminati et tout, et dans la critique actuelle là, Alia est une sainte, il faut savoir que si elle était vivante, ils vous diraient que c'est une grande sorcière. Parce que déjà à l'époque, moi je m'en souviens très bien, mes cousines à moi qui sont une partie de ce peuple-là, racontaient déjà que Alia était très sombre dans le clip de We Need a Resolution. Ça veut dire qu'elle avait déjà touché à quelque chose de suspect, ou alors qu'elle était dans une entité bizarre, qu'elle avait vendu quelque chose pour le succès. Elle disait même que la vidéo d'Alia, vous savez, il y a une vidéo d'Alia qui dit que oui, j'ai 21 ans, j'ai tout réussi. Elle disait que cette vidéo est la preuve que Alia avait vendu son âme pour le succès. Now, do you have any regrets? I have no regrets. I've lived a full life. At 21, I've done a lot in just 21 years. I'm very happy. Aujourd'hui, cette théorie-là ne ressort plus parce qu'Alia est devenue une sainte. Mais c'est toujours le même schéma. Toutefois, maintenant le merci Beyoncé qui prend de l'ampleur sur les réseaux. Beyoncé! Beyoncé! Merci Beyoncé. À deux points qui sont un peu comme les vases communicants. Le premier point, c'est la théorie du complot et donc le fait que les gens puissent croire à des théories de façon extrêmement facile. Et moi, je trouve que c'est même flippant au-delà de la musique parce que quand on voit à quelle vitesse les informations fausses sont diffusées, franchement, c'est un problème qui dépasse le problème musical. Et quand on voit à quel point beaucoup d'adultes refusent de revérifier et tout et repartagent eux-mêmes, moi, je pense que bientôt, on aura le problème de savoir qui peut voter. On ne peut
peut plus décider que tu puisses voter simplement parce que tu as 18 ans avec ce genre de choses. Dis le terme. J'appelle ça le virus de la tantine de WhatsApp et on adore nos tantines de WhatsApp, mais c'est elles qui sont toujours en train de nous repartager des vidéos un peu faciles là, et je peux comprendre parce que souvent c'est pas leur génération, elles sont un peu là, elles vont écouter les vidéos en voix off là, mais ces fameuses vidéos en voix off là, la manière avec laquelle elles sont diffusées, avec laquelle les jeunes croient, c'est-à-dire que ce qui est fascinant, ce n'est pas le fait que les gens croient, c'est le fait qu'ils croient sur rien. Vous tombez sur un TikTok, tu vois la tête de Beyoncé, tu vois la tête d'Octopack, tu vois la tête de Michael Jackson, tu vois une musique un peu sombre et c'est bon. Là, ils ont la preuve que quelqu'un a tué et je me dis mais c'est pas possible. Et les accusations de Jaguar Wright c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un combat déjà perdu avec une telle population parce que si tu te tais, tu es coupable vu que tu ne réagis pas alors qu'on t'accuse de meurtre. Et regardez les commentaires de Beyoncé, c'est affolant, on n'est pas à 2 commentaires qui l'accusent, on a des millions de commentaires si tu harcèlement. Et si tu attaques comme elle est en train de faire maintenant, vu qu'elle attaque, ben en fait les mêmes gens vous disent mais pourquoi elle attaque, et en plus elle attaque Piers Morgan et elle attaque les gros médias et les gros blogueurs parce qu'elle se dit eux ils ont quelque chose à perdre. Mais déjà les gens se disent que ah si elle attaque c'est qu'elle est coupable et qu'elle veut se défendre. Donc en fait dans les deux cas tu perds. Et si elle attaque Jaguar Wright, et j'en parlais avec Black Beauty Bag à laquelle je fais un big up, bah en fait on se disait que ça allait faire comme l'histoire de Cardi B, c'est-à-dire que Cardi B avait attaqué la youtubeuse Tasha K pour diffamation, elle a gagné 4 millions de dollars et maintenant quand elle a voulu récupérer ces 4 millions de dollars, les internautes ont dit regardez, elle veut humilier une femme noire, elle n'aura plus rien, Tasha K ne peut pas avoir 4 millions de dollars. Donc en fait c'est un combat perdu et on peut en rigoler parce que certains se disent que ce sont des célébrités, mais dans le fond du schéma c'est quand même extrêmement flippant. Mais il ne faut pas oublier non plus que Beyoncé et ses propres fans ont une part de responsabilité avec ça. Déjà parce que ce sont des spécialistes du harcèlement. Et je l'ai répété à des dizaines de reprises sur cette chaîne. Beyoncé reste très calme, ses fans sont spécialistes du harcèlement. Kid Rock, Kerry Hilson, c'est-à-dire qu'on a énormément d'artistes et d'artistes féminines, et souvent des artistes féminines noires, qu'ils ont harcelé à chaque fois que la personne a dit quelque chose qui les désintéressait ou alors qui était en contradiction. Il ne faut pas dire une chose un peu, voilà, parce que Beyoncé c'est Dieu, donc du coup, comme ils vivent avec cette Beyoncé qui est Dieu, il ne faut jamais rien dire. Et je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de tendre beehive. Alors, on peut en dire qu'il y a peut-être 10% de tendre beehive ou alors 10% de tendre bars. Mais tout ça, c'est les patates du même sillon. Parce que je vous ai toujours expliqué que dans les mondes de harcèlement, vous ne voyez jamais une fanbase ou les fans de Beyoncé venir dire aux autres fans de Beyoncé « calmez-vous ». Quand vous voyez les meutes de fans de Beyoncé qui harcèlent les gens, qui vont des millions de commentaires, qui vont attaquer ou des barbes, les autres seront assis comme ça. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ils disent on n'est pas pareil et tout et tout et tout et tout. Et en fait, derrière, si tu creuses un peu, ils vont dire on en avait parlé dans les histoires de stan culture, ils vont dire oui mais, parce qu'ils cautionnent tous profondément le harcèlement pour défendre leurs artistes favoris. Et c'est donc ce même 8 mai qui leur est affiché aujourd'hui avec ces gens qui harcèlent Beyoncé et dont ils sont aussi coupables. Je vous explique. Rappelez-vous dans la vidéo que j'avais faite sur les Grammy Awards, j'avais expliqué à plusieurs reprises, c'est un long format, je vous conseille de regarder cette vidéo, pourquoi ce truc où on harcelait toute la planète parce que Beyoncé n'avait pas gagné un Grammy Award alors qu'elle a un abonnement illimité au Grammy Award. C'est la femme qui en a gagné le plus, son mari c'est le rappeur qui en a le plus, c'est le couple qui en a le plus dans l'histoire de la musique. Et j'avais dit que comme c'est devenu une espèce de sacerdoce, il fallait que ça continue. Rappelez-vous, je vous disais toujours que moi personnellement, contrairement à tout le monde, je veux qu'on lui donne 200 Grammy Awards parce que à partir d'un certain moment, nous sommes des êtres humains, ça perd de sa valeur. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste cohérent avec l'ère dans laquelle tu es. À un moment précis, dans ce genre de schéma, quand elle en aura peut-être 75 justement, il y aura un décalage tel que ça risque justement de poser question parce qu'on ne pourra plus expliquer sereinement que Beyoncé a 75 Grammy, Nas en a un. S'ils ne font pas attention, il y aura quelque chose qui ne sonnera pas juste. Mariah Carey ne peut pas avoir 6 Grammy Awards, Michael Jackson ne peut pas avoir 13 Grammy Awards, Beyoncé en a 32 et vous ne pouvez pas faire de la pression parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils font de la pression chaque année, même quand Beyoncé n'est pas nommée, pour que l'artiste qui gagne se sente mal à l'aise. Et ils se félicitaient justement de voir que Adele a cassé son Grammy Award. Et c'est pour ça que là d'un coup, ce qu'ils ont avec le fameux Merci Beyoncé et l'idée que les artistes s'excusent pour derrière Beyoncé parce qu'ils ont peur qu'on la tue est une réponse à leur propre harcèlement. Parce que oui, Beyoncé n'est pas obligé de tout gagner et la nouvelle génération là, eux ils n'ont pas tout l'historique musical, tout ça là que on a de Beyoncé. Moi j'ai vu plein de TikTok justement de petits qui disent que elle est nulle, ils comprennent même pas sa hype et tout. Et ça m'a frappé parce que je suis d'une autre génération que donc moi je connais toute l'histoire des Child, donc je me dis mais de quoi il parle? Et c'est pour ça que pour eux c'est encore plus facile de venir reprendre cet argumentaire de dire que bah en fait elle est forcément trop poussée par l'industrie
Et c'est pour ça que les artistes s'excusent derrière elle, même si la notion de meurtre n'y est pas. C'est une notion de discrédit. Et cette notion de discrédit vient précisément du harcèlement des fans de Beyoncé. On le dit, moi je l'ai dit à 100 reprises depuis des années, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que Beyoncé perd un prix ou Beyoncé ne gagne pas, on nous fait tout un sacerdoce. Ce n'est pas la maison de son père. And lastly, because I feel like there's so many goated artists, this is my last time up here. Beyoncé, whoo. Si elle veut gagner des prix tout le temps, elle va chez Matthew Knowles. Surtout, et ça c'est la dinguerie, qu'elle en a déjà plus que tout le monde. Et c'est mon problème avec elle et son mari, c'est cette espèce de capitalisme exacerbé, moi pour moi, qu'on veut en plus te faire passer pour du militantisme, alors que ça n'en est pas, vu que je vous dis qu'ils sont spécialistes du harcèlement. Du coup, l'idée que finalement ce Merci Beyoncé, même s'il passe pour de l'humour, commence à servir de discrédit sur son travail, devrait les faire réfléchir sur la manière dont eux-mêmes se comportent sur les réseaux sociaux. Surtout que dans tout ça, il y a un combat de stan-base, c'est-à-dire qu'ils affrontent leurs frères fous, à savoir les Barbs, parce que les fans de Nicki Minaj, ayant compris qu'il y a un conflit entre les deux, ont été extrêmement actifs dans le début de viralité de toutes ces théories autour de Beyoncé sur TikTok. Oui, c'est fou behind fou, crazy in madness. Si vous avez des accusations sérieuses à faire sur Beyoncé, moi je veux bien. Je veux bien que vous les portiez devant les tribunaux, et effectivement quand ça va sortir, moi je peux faire une vidéo en disant que Beyoncé a été accusée de ça. Mais vouloir juste jeter l'opprobre, juste pour pouvoir dire que forcément, parce que c'est le message en fond qu'on entend, bah comme elle a réussi, qu'elle est noire et qu'elle a rencontré tel ou tel dans sa carrière, c'est une sorcière, ou alors elle fait des choses horribles parce que Jaguar Wright vous le raconte. Jaguar Wright qui vous raconte aussi plein d'autres choses complètement farfelues, parce que Jaguar Wright n'invente rien. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend toutes les théories du complot d'internet et qu'elle vous les ressort. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce qu'elle dit sur Didi, elle ne l'a pas inventé, c'est le garde du corps de Didi qui le racontait depuis sur YouTube. Donc elle vous raconte tout et n'importe quoi. Elle dit que Jay-Z a sacrifié Takeoff, que Megan Thee Stallion a une carrière. Jennifer Hudson a tué ses parents pour pouvoir avoir une carrière. Mais le truc de Jennifer Hudson qui a tué ses parents, c'est pas elle qui l'a inventé. Mon meilleur ami le raconte tout le temps parce qu'il déteste Jennifer Hudson. Donc sa blague, c'est toujours de dire qu'elle a tué sa famille pour pouvoir rendre hommage. Mais il sait que c'est une blague et c'est pas une blague créée par Jaguar Wright. C'est une blague dans les bas-fonds de nous qui avons grandi dans les forums d'internet de la fin des années 2000. Quasiment tout ce qu'elle raconte ne me surprend jamais parce que ce sont des histoires qu'on connaît. Même quand elle a accusé Tevin Campbell d'être un enfant prostitué et pimpé, ce n'est pas quelque chose qu'elle a créé. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un lui a raconté dans les divers de l'industrie. C'est quelque chose qui était sur les forums de R&B depuis. Et c'est pour ça que dès qu'il l'a reprise, elle n'a plus rien dit. Mais moi, en vérité, que vous vouliez la croire, ça ne me gêne pas. Je veux juste que vous sachiez, vu qu'on va parler des accusations sur Jay-Z dans une prochaine vidéo, qu'on voit très bien ce que vous faites. Vous n'êtes pas caché derrière un arbre là. Non, on voit bien ce que vous faites et je trouve ça triste et honteux, surtout que dans le cas d'Aaliyah, et j'ai trouvé ça très bien, et c'est d'ailleurs très triste pour vous que ce soit l'ex-femme de R. Kelly qui le dise, que finalement c'est super triste pour elle que vous passiez votre temps à la ressortir pour l'exploiter, parce que Aaliyah, en vérité, si vous reprenez son histoire, elle a déjà été terriblement exploitée par sa famille, enfant très jeune qu'on met devant l'écran, l'oncle qui n'a pas honte de la mettre avec son artiste préféré et qui finalement la met en couple avec son artiste préféré pour pouvoir profiter, avoir du succès. Enfin, il y a quelque chose de très scabreux dans son histoire de petite fille en fait, qui finit par mourir comme ça de façon dramatique à 21 ans. Et finalement, c'est pas ça qui vous intéresse chez elle. Au lieu de célébrer son héritage, voilà, vous voulez juste la prendre elle pour pouvoir l'opposer à d'autres personnes. Et les personnes que ça rend le plus triste en général, c'est les gens qui aiment le plus Aaliyah. No, and here's the thing, and I always say this to people, and I try to say it as respectfully as possible. Don't ask me shit about Aaliyah. And the reason I say that is because she has passed on. Let her rest in peace. She's not here to confirm or deny. And when you look at her legacy and all the work that that woman had to put in to undo and separate herself and become the icon and the star, let her have her damn moment, y'all. Yeah. Like, why do y'all, that is the most disrespectful thing that I think people do, is we say rest in peace and let the dead rest and honor their legacy, and then y'all keep pulling her into something that when she was alive she didn't even want to talk about. So what the hell make y'all think the ghost of Aaliyah gonna come back and talk about it now? Yeah. Je ne sais pas si ces gens l'ont déjà remarqué, mais elle a une famille en fait. Son frère est d'ailleurs très dur avec les fans d'Aaliyah. La famille d'Aaliyah parle très peu, hormis pour vous contredire en général, parce que ça leur fait du mal de vous voir ressortir un truc sur lequel ils ont vécu, ils ont cherché, ils ont fait des enquêtes. Ils bloquent tout. Rashad est là, il bloque quasiment
y compris les fans d'Alia qui le harcèlent sur la musique d'Alia parce qu'il ne veut plus trop en parler, et y compris vous qui le harcèlent pour dire d'aller poursuivre une femme qui n'a rien à voir avec le décès de sa sœur. Du coup, vous réveillez son trauma tout le temps, alors que sa sœur, on s'en souvient, c'était tout pour lui. C'est extrêmement belliqueux. Même les pages fans d'Alia, et j'en ai vu plusieurs, ont posté des messages super tristes disant à la folie qu'il y a sur Internet actuellement d'arrêter. Parce qu'ils savent très bien comme moi que non, ça s'est passé de façon tragique. Il y a plein d'épisodes de machin, mais là, ressortir pour pouvoir taper sur quelqu'un, ce n'est pas le but de sa musique, ça n'a jamais été le but de son art. Elle n'avait même aucun problème avec Beyoncé. What's up, everybody? I'm sorry I couldn't be there to hang out with you guys and kick it with my girls, Destiny's Child and Black. C'est aussi une histoire de vie tragique, et ce qu'elle a laissé, c'est un art à exploiter, à continuer à écouter, et que moi j'adore écouter parce que j'adore Alia. Et c'est pour ça que je déteste cette façon malsaine qu'on a de la ressortir. Pas pour lui faire plaisir, pas pour écouter ses chansons, juste pour dire « Ah, elle était trop jolie » et pour pouvoir rafraîchir leur ego malsain de créer quelque chose contre quelqu'un. Et c'est pour ça que moi j'ai dû rester pour sa famille, et que je pense que le fait qu'il se soit autant retiré et qu'il ne parle d'elle que pour garder l'image et protéger plus ou moins un peu sa musique, montre déjà qu'ils ont suffisamment souffert et que c'est tout ce qu'ils veulent qu'on reste de leur fille en fait, qu'ils ne veulent pas qu'on prenne leur fille pour aller discréditer le travail de quelqu'un d'autre, ou encore pour assouvir les instincts malsains d'une femme extrêmement déséquilibrée et dangereuse, y compris pour elle-même et son fils. As they say, hate the sin, not the sinner. And over this year and a half, I realized all the wrongs that my mother has struck upon me and has tried to do with me. To an all-encompassing degree, she's attempted to use me as a pawn, a weapon and shield against those whom she hates, including her own family, for her own purposes, to manifest her ideal reality. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur Alia et Beyoncé. C'est une vidéo que j'avais déjà prévu de faire il y a très longtemps, vu que c'est un article que j'avais fait en 2014-2015, déjà quand Timbaland en avait parlé. J'ai essayé de recontextualiser avec tout ce qui se passe actuellement. N'hésitez pas à me donner vos avis. Moi, encore une fois, je vous ai expliqué en quoi ce sont deux produits assez différents. D'ailleurs, big up à tous les fans de R&B français, là, à tous les gros comptes maintenant de R&B français qui vont reprendre mon analyse. Mot pour mot, vraiment, je tiens à préciser encore une fois, peut-être que ça paraît pas évident, mais être fan de R&B, ce n'est pas redire exactement ce que Stevie a dit. C'est-à-dire qu'avec mes mots en disant « Oh, on a toujours pensé ça ». Non, c'est avoir sa propre culture. Hein? Donc big up à vous, c'est pas interdit de citer. Ce fut un plaisir pour moi de la faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des deux artistes, quoi que vous pensiez d'ailleurs. Mais je trouve que l'air qu'on vit est incroyablement triste. On fera sans doute peut-être un épisode sur justement les accusations qui pèsent sur Jay-Z. Même si en vérité, je tiens à dire aux personnes qui me suivent et qui les suivent que dans leur schéma, dès que tu meurs, tu es innocent. Et ça, c'est très dangereux. Parce que le fait que Michael Jackson soit vraiment left eye et tout, qui reprennent tout et n'importe quoi et qui mélangent sans comprendre l'histoire de ces gens, ça ne leur rend pas service en fait. Si demain il m'arrive quelque chose et que d'un coup vous racontez mon histoire en la changeant totalement, en disant que oui mais en fait j'étais 100 fois plus fort que Squeezie, ce sera pas mon histoire. Vous raconterez peut-être une histoire qui vous fait plaisir et que Squeezie m'a tué parce que j'allais le dévancer. Peut-être que ça va vous faire plaisir et que vous allez accuser Squeezie de meurtre et que voilà Squeezie vraiment. Non, peut-être que Squeezie est pas noir, n'est pas accusé Squeezie de meurtre. Bref, c'est une façon de vous dire que c'était un plaisir pour moi de revenir sur leur carrière, même si j'ai pas pu le faire comme j'aurais aimé le faire dans des vidéos sur leur carrière en profondeur. Vous avez dû voir que j'étais très heureux de parler un peu de R&B dans cette ère un peu rythmé. N'hésitez pas à partager au maximum la vidéo parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. On fera très certainement un prochain épisode peut-être sur Jay-Z, donc Kanye West et Michael Jackson, parce qu'encore une fois le cas de Michael Jackson est probant sur le fait d'angéliser quelqu'un qui est décédé pour rien, enfin parce qu'il n'en a pas forcément besoin en fait. Voilà, je pense qu'on peut faire des reproches à Beyoncé, mais qu'on peut aussi faire des reproches à Lia. C'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on peut pas faire des reproches à quelqu'un qui est mort vu qu'on parle d'artistique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à commenter, à partager. Je vous ai donné tous les arguments qui selon moi font en sorte que Alia est Alia et qu'elle ne s'oppose pas à Beyoncé mais plutôt qu'elle se complète selon moi parce que c'est la musique que j'aime. Mais peut-être que vous pensez autre chose, peut-être que vous pensez que vous aurez aimé entendre Alia sur du Rihanna ou alors qu'Alia aurait des trucs qui me semblent un peu farfelus, mais pourquoi pas, dites-moi tout dans les commentaires. Peut-être aussi que vous pensez que c'est véritablement un meurtre qui a été commis, mais pourquoi est-ce que vous pensez que ce n'est que Beyoncé qui l'a fait? Pourquoi ce n'est pas Damon Dash? Pourquoi ce n'est que Jay-Z qui l'a fait? Pourquoi ce n'est pas Brandy? Pourquoi ce n'est pas la coiffeuse d'Alia? C'est-à-dire que soyez inventifs sur ce qui s'est passé en fait, parce que l'histoire de que Beyoncé, on ne comprend pas. Mais si vous nous dites peut-être que là, Stevie, on a une piste, Kélis voulait avoir une carrière, là tu veux vous dire que attends,
Dis-moi en plus. En plus, Kélis aime bagarrer, non? That's the dumbest, most ignorant thing I've ever heard. Like, grow up. On peut aller, mais votre truc un peu facile du riche, du pauvre, là, franchement, ça me met très mal à l'aise. Franchement, je peux pas vous dire autre chose, ça me met très mal à l'aise. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah oui, d'ailleurs, venez. Je trouve que pour le début de la vidéo, j'ai un petit côté, quand je meurs là, à Marion Cotillard. S'il y a des réalisateurs, voilà, je peux jouer. I can act. Je pense que je suis prêt.